Ce jour-là, une page ténébreuse de l'histoire du monde se tourne. Le dictateur Francisco Franco est mort. Franco, le général qui a régné près de 40 ans sur l'Espagne. Franco, la plus longue dictature du XXe siècle. Il a été un tyran d'une cruauté terrible. Les condamnations à mort politique, il les signait au petit déjeuner en trempant ses toasts dans son chocolat. Au moment le plus agréable, il signait des peines de mort. C'était un tyran effrayant. La mort tant espérée d'un dictateur pour les uns, la perte du sauveur de la patrie pour beaucoup d'autres. En ce 20 novembre 1975, toute une Espagne pleure Franco, le père bienfaiteur de la nation. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de tout ce que l'Espagne d'aujourd'hui doit à l'œuvre de Franco. Franco a récupéré une nation qui était dans la misère et la destruction. Et à sa mort, c'était la 9e puissance mondiale. Dictateur né d'une guerre civile en 1939. Caudillo par la grâce de Dieu, qui a tenu l'Espagne d'une main de fer et de sang, Franco laisse à sa mort un pays traumatisé. Il y a eu 40 ans d'endoctrinement. Et ces 40 ans d'endoctrinement ont imprégné la vie de plusieurs générations jusque sous la démocratie. Quand Franco est mort, ce lavage de cerveau n'a pas disparu. Le 22 novembre 1975, Franco est inhumé dans le mausolée de la vallée de Los Caídos, la sépulture monumentale qu'il avait fait construire d'abord pour les victimes franquistes de la guerre civile. 43 ans après, son corps y repose encore, défiant l'Espagne d'aujourd'hui. C'est un mausolée fasciste érigé à la plus grande gloire d'un dictateur sanguinaire qui a provoqué une guerre qui n'a pas duré 3 ans, mais jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, alors que les indépendantistes catalans dénoncent un État franquiste et menacent le pays d'éclatement, le fantôme de Franco, plus de 40 ans après sa mort, hante toujours l'Espagne. En 2018, on ne parle pas de Franco pour parler d'une personne qui n'existe plus, mais pour faire référence à une culture politique toujours vivante et qui aujourd'hui nous empêche d'évoluer vers une pleine démocratie. Les derniers jours de Franco commencent au balcon du Palais d'Orient à Madrid. Ce jour-là, devant ses partisans fanatisés, apparaît un vieillard affaibli, aux côtés de son épouse. Franco a 82 ans, son régime en a presque 40, il est à bout de souffle. Si vous regardez bien ces images, il y a beaucoup de gens très vieux dans la foule. C'est vraiment le crépuscule du régime. Franco ne le sait pas, mais ce 1er octobre 1975 sera sa dernière apparition publique. Deux semaines plus tard, dans son palais du Pardo à Madrid, Franco entame une longue agonie qui va durer 35 jours. 35 jours où se joue le destin de l'Espagne. 35 jours de 1975 qui racontent l'histoire d'un pays, de la guerre civile jusqu'à aujourd'hui.
Le début de la faim survient en pleine nuit, quand Franco est réveillé par un malaise. Douleur à la poitrine, sueur, difficulté à respirer. Son médecin personnel croit à un problème digestif, mais son infirmière, elle, soupçonne une attaque cardiaque. Le lendemain, un électrocardiogramme confirme un infarctus. C'est gravissime. Une équipe de médecins est mobilisée dans le plus grand secret. Parmi eux, un cardiologue de 28 ans. On explique au général Franco qu'il a fait un infarctus, que c'est grave et qu'il doit cesser toutes ses activités politiques. Il est un peu étonné. Il nous dit « j'ai une petite grippe, mais je me sens bien ». Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que c'est grave? C'est tellement grave que vous pouvez mourir. Il a été surpris et il nous a dit « écoutez, aujourd'hui nous sommes mercredi. Je vais me coucher et faire ce que vous me dites. Mais après-demain, vendredi, j'ai un conseil des ministres que je ne peux pas manquer, parce qu'il y a des sujets importants. » Le surlendemain, avant de présider ce qui sera son dernier conseil, Franco est équipé de capteurs pour que ses médecins surveillent son cœur à distance, depuis l'antichambre, par télémétrie. Dans la salle du conseil, le Premier ministre Arias Navarro, seul informé de l'état de santé de Franco, raccourcit la séance et n'évoque que brièvement la situation au Sahara espagnol, pourtant explosive. Franco ne dit pas un mot, mais son cœur s'emballe. On était très inquiets. On craignait un arrêt cardiaque. Nous étions à 2 doigts d'interrompre le conseil, mais heureusement, il a été très bref. Après, le Premier ministre nous a demandé comment ça s'était passé. On lui a dit qu'on avait eu des petits problèmes, mais que tout allait bien. Officiellement, tout va bien. Le caudillo, 82 ans, est de retour aux affaires. Mais 3 jours après, le 21 octobre, les Espagnols apprennent la maladie de Franco par un bulletin co-signé par 9 médecins, dont le cardiologue Gamiz. Un bulletin soigneusement édulcoré, le premier d'une longue série. Il y a un mot, le mot infarctus, qui a été éludé à la demande de la famille et aussi du patient. On a juste écrit, la nuit du 15 octobre, le patient a été victime d'une crise d'insuffisance coronaire aiguë. N'importe quel élève de 3e année de médecine comprend qu'il s'agit d'un infarctus. On n'a pas menti. On a maquillé la vérité. En 1975, on ne touche pas au mythe Franco, même agonisant. Il reste le sauveur de la patrie de 1936, le généralissime victorieux de cette guerre civile qui a déchiré l'Espagne. La guerre civile. 3 ans d'un combat fratricide entre 2 Espagnes, celle des nationalistes contre celle des républicains. Une lutte à mort où la droite fasciste et militaire met à bas la jeune République espagnole de 1934 et écrase les forces de la gauche démocratique et communiste. Un bain de sang. Plus de 400 000 morts au total. Un grand vainqueur, Franco, le généralissime qui a pris la tête du camp nationaliste. Une grande perdante, l'Espagne, profondément meurtrie. Franco a fait la guerre avec la détermination de détruire pour toujours les forces démocratiques. C'est une guerre d'extermination. L'Anglais Paul Preston est considéré comme le meilleur historien contemporain de cette guerre civile qui a dévasté l'Espagne. Franco conquiert du terrain centimètre par centimètre
pour être sûr d'annihiler toute résistance. Il n'est jamais question d'une paix négociée. Franco combat de façon à détruire les forces démocratiques. Le général qui triomphe en 1939 est celui qui a déclenché cette guerre par un coup d'État en juillet 1936, quand il s'est soulevé contre la République, à laquelle il avait pourtant juré loyauté. Ce coup d'État de Franco, aujourd'hui encore, divise les mémoires. Javier Cercas, en écrivain engagé, voudrait exorciser ce traumatisme national. Nous vivons dans une putain de dictature du présent. Les gens croient que le présent, c'est seulement maintenant. Et que hier, c'est le passé, la préhistoire. Le passé espagnol ne commence pas aujourd'hui, ni en 1975. Il commence le 18 juillet 1936, quand il y a eu ici un coup d'État. Un coup d'État contre une république démocratique. Accuser Franco d'être un conspirateur est l'un des plus grands mensonges de l'histoire. L'ancien amiral Juan Chicharo, président de la Fondation Franco à Madrid, défend une autre lecture du coup d'État de 1936. Dire qu'il y avait un gouvernement légitime en Espagne en 1936, c'est faux. La légalité n'existait pratiquement plus, c'était l'anarchie. La révolution russe avait à peine 15 ans, et en Espagne aussi la révolution était en marche. Donc je n'appelle pas ça un coup d'État, mais une contre-révolution. Franco ne s'y est joint qu'à la fin. Nous devons être d'accord sur le passé pour être pleinement d'accord sur le présent. Malheureusement, nous ne sommes pas d'accord sur le passé. C'est bien ça le problème. Quelques jours après son infarctus, l'homme du coup d'État de 1936 s'isole dans son bureau avec Carmen, sa fille unique, sa seule confidente. Franco lui confie son testament, où il défend son legs d'une Espagne una, grande et libre. Mais l'Espagne est-elle vraiment une, grande et libre, après des décennies de dictature ? « 1940. La guerre civile à peine terminée, Franco entame une carrière de dictateur, tel Adolf Hitler, son ami d'alors. Franco refuse d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale à ses côtés. Mais comme le Führer, il accapare tous les pouvoirs et inaugure sa dictature par une répression massive. Dès 1940, Franco fait fusiller des dizaines de milliers de prisonniers républicains, après des procès sommaires, une justice de vainqueurs. Selon les documents, il y a eu 25 000 condamnations à mort et tous ont été fusillés. Mais le camp républicain avait assassiné plus de 70 000 personnes innocentes. Et donc la plupart de ces 25 000 fusillés avaient du sang sur les mains. Répression ? Non, justice. Selon les historiens, ce ne sont pas 25 000, mais jusqu'à 50 000 prisonniers républicains qui auraient été tués dans les années d'après-guerre. Franco a fait ce que j'appelle un investissement sur la terreur. Et il a vécu sur les bénéfices de cet investissement sur la terreur pendant de longues années. Dès 1940 aussi, Franco confisque la mémoire de la guerre civile en lançant la construction d'un gigantesque mausolée pour les morts du camp nationaliste dans la vallée de Los Caídos, près de Madrid, employant des milliers de prisonniers de guerre comme ouvriers, laissant les corps de quelques 150 000 républicains croupir, eux, dans des fosses communes. C'est le grand projet funéraire de Franco, la pyramide de Franco. Pour l'anthropologue Francisco Ferrandiz, la construction de Los Caídos a creusé la division.
Dès l'origine, on peut difficilement considérer Los Caídos comme dédié à la réconciliation. C'est un monument pour les vainqueurs. Les corps républicains ont été abandonnés, négligés, et pendant des décennies, leurs familles n'ont pas pu y accéder. Dès 1940 toujours, Franco impose l'unité de l'Espagne par la force, en opprimant les régionalismes, en particulier catalans. Franco a toujours dit il y a deux Espagnes, la vraie Espagne et l'anti-Espagne, celle des Catalans et des Basques. La dictature était farouchement opposée aux nationalismes régionaux. Leur langue est interdite. Les élites politiques catalanes, qui n'ont pu se réfugier en France, sont persécutées. Le plus symbolique, c'est l'exécution de Luis Companys, le président de la Catalogne. Luis Companys, président de l'éphémère République de Catalogne de 1934. Exilé en France pendant la guerre civile, livré par Vichy à Franco, Luis Companys est fusillé à Barcelone en octobre 1940 en criant « Pour la Catalogne ». Symboliquement, il a été fusillé pour avoir été président de la Catalogne. C'est le premier et le seul président démocratiquement choisi qui ait été exécuté. Carles Puigdemont, lui aussi éphémère président de la Catalogne, connaît à son tour l'exil, où nous l'avons rencontré. En tuant Luis Companys, Franco a offert un martyr à l'indépendance catalane. On ne peut accepter que cela reste impuni, oublié. On ne devrait plus, en 2018, continuer à demander que soit réparée cette énorme erreur commise en 1940 par l'État espagnol. Dans les années 1950, Franco, autoproclamé caudillo, le guide, par la grâce de Dieu, installe solidement sa dictature, avec l'Église et l'armée comme piliers, et le culte de la personnalité comme ciment. Franco a le contrôle total des médias. Il a le contrôle total du système éducatif. Et les gens subissent un vrai lavage de cerveau. Les républicains sont des diables, des suppôts de Moscou, des meurtriers. Alors que Franco, lui, est le père bienfaiteur de la nation. Franco est admiré dans le monde entier. En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En 1959, 20 ans après la fin de la guerre civile, Franco inaugure en grande pompe son mausolée de la vallée de Los Caídos. Le caudillo savoure son triomphe. Il est au sommet de son pouvoir. En recevant la même année 1959 le président américain Eisenhower, Franco réussit à briser son isolement diplomatique. En pleine guerre froide, le dictateur s'impose comme un allié incontournable du camp occidental. Et l'Espagne, en plein boom économique, sort enfin de la misère. Une dictature ne tient pas, même en utilisant la pire violence, si elle n'a pas de grande réussite qui permette au peuple de vivre tranquillement. Les Espagnols ont commencé à avoir leur voiture, leur maison à la mer. Les gens vivaient tranquilles. Une tranquillité, bien sûr, surveillée par les mitraillettes, mais la tranquillité. Dans les années 60, l'Espagne devient même la destination touristique préférée des Européens, qui affluent par centaines de milliers, attirés par le soleil, les plages et une certaine sécurité. Tout cela montrait que l'Espagne s'ouvrait au monde. Le tourisme a commencé à se développer et les Espagnols de l'époque, j'en fais partie, étaient très surpris par l'arrivée des touristes suédoises. Les Espagnols voyaient autre chose.
Ce n'est pas une blague, mais sur les plages, il y avait des femmes en bikini. Des Suédoises en bikini. Alors que jusque-là, les femmes espagnoles se baignaient en robe. Il y a eu tellement de changements. On écoutait les Beatles comme partout dans le monde. La société avait changé. Ce qui n'avait pas changé, c'est la structure. Cette structure qui ne change pas, c'est le régime franquiste. Un chef divinisé, un État monolithique, un parti unique, des opposants en prison ou en exil. Franco a une réelle assise populaire, mais quel héritage laisse pour l'Espagne une si longue dictature? Une grande partie de ce pays a accepté la dictature, et certains avec enthousiasme, parce qu'elle procurait du bien-être. Je n'appelle pas ça dictature, j'appelle ça unité de commandement. Franco avait une obsession, la justice sociale. Il voulait créer les conditions de l'industrialisation de l'Espagne. Si on regarde le boom économique, oui, on peut dire que le régime de Franco, c'est super. Mais si on regarde le coût, les gens assassinés par le régime, ceux qui ont souffert en exil, peut-on vraiment dire que Franco a été bon pour l'Espagne? À l'automne 75, la dictature tient bon, mais le corps du dictateur lâche. Il subit une deuxième attaque, une hémorragie massive en pleine nuit. On a décidé d'improviser un bloc opératoire. Avec des soldats et d'autres médecins, on a monté un bloc opératoire en apportant un respirateur, des lampes, des instruments chirurgicaux. Tout a été improvisé en 1 heure. L'antique infirmerie transformée en bloc opératoire est à l'autre bout du Pardo, un bâtiment qui date du XVIe siècle. Ce palais n'est pas fait pour être un hôpital, ni permettre le passage d'un brancard. On s'est rendu compte que le brancard ne passait pas par les portes. Mais comme il fallait opérer de toute urgence, on n'a pas trouvé mieux que de transporter Franco dans un tapis. Un magnifique tapis du palais qui nous a permis de brancarder le patient. J'ai vu alors des militaires laisser couler d'énormes larmes et saluer au passage du caudillo moribond. L'opération est épique. Franco est anesthésié. En ouvrant son abdomen, les chirurgiens retirent de son estomac un caillot de sang de 2 kilos. Soudain, l'installation électrique tombe en panne. Il faut finir d'opérer à la lumière d'une lampe de bureau. Mais Franco survit. À l'extérieur du Pardo, la foule s'agglutine. Des journalistes du monde entier se mêlent aux sympathisants du caudillo. Tous attendent la mort imminente de Franco. Le dictateur agonise depuis 17 jours, mais son régime policier sévit encore. Toute la période de l'agonie de Franco, je l'ai vécue en cellule disciplinaire. J'apprenais ce qui se passait par les messages qu'envoyaient mes camarades, les prisonniers de droit commun. Ils me disaient que Franco avait une célomitis ou célobidis. Ils ne savaient pas comment s'appelait sa maladie. Militant antifranquiste, Nicolas Sartorius a vécu en prisonnier politique les derniers jours de Franco. La dictature était déjà mourante, pas seulement en termes biologiques, mais aussi mentalement. Les gens voulaient autre chose. En 1975, l'Espagne a changé et le régime est déjà en pleine décrépitude. Le déclin commence en 1969, quand Franco contracte la maladie de Parkinson. Il a alors 76 ans, il se résout à désigner son successeur.
Ce sera le prince Juan Carlos, 31 ans, qu'il couve depuis l'enfance. Un Bourbon, descendant de Louis XIV, pour remplacer un dictateur. Un choix politique. Pourquoi Juan Carlos comme futur roi d'Espagne? Parce qu'il est un Bourbon? Non, mais parce que selon la loi de succession de 1947, il est choisi par Franco. C'est sa seule légitimité. C'est aussi parce que Franco est sûr que puisqu'il a élevé Juan Carlos, qu'il l'a préparé à être son successeur, il ne sera pas une menace. Franco traite Juan Carlos comme son fils, mais le maintient dans l'ombre, à l'écart des affaires. Pour gouverner, le vieux caudillo s'appuie sur un franquiste du premier cercle, l'amiral Luis Carrero Blanco, qu'il fait Premier ministre. C'est son homme de confiance, loyal et compétent, peut-être son vrai dauphin. Mais en décembre 1973, Carrero Blanco est assassiné dans un attentat spectaculaire à Madrid. Les indépendantistes basques ont fait sauter sa voiture, projetée en l'air sur plusieurs étages. C'est sûr que l'assassinat de Carrero Blanco est un tournant. Franco le voyait comme son successeur. Il a été très affecté. Que serait-il arrivé si Carrero n'était pas mort? C'est de la science-fiction. En cette fin de règne, Franco ne donne aucun signe d'ouverture démocratique. Au contraire, il nomme Premier ministre Carlos Arias Navarro, un franquiste pur et dur. Le régime se sclérose, la société espagnole étouffe. C'était la démoralisation, le manque de culture, la censure. Il n'y avait pas de syndicats, pas de droit de grève, pas de liberté d'expression ni de manifestation. Les gens se faisaient arrêter, emprisonner. Les exécutions continuaient. C'était une période profondément négative. En septembre 1974, un nouvel attentat fait 12 morts dans une cafétéria, en plein centre de Madrid. Un attentat signé par l'ETA. L'ETA, l'organisation séparatiste basque, la même qui a tué Carrero Blanco, intensifie la lutte armée clandestine contre l'État franquiste. Le gouvernement d'Arias Navarro répond par une répression accrue. À l'été 75, 5 militants antifranquistes, dont 2 membres de l'ETA, sont condamnés à mort. Un durcissement du régime qui porte la marque de Franco, vieillard reclus en son palais. Le régime de Franco est terrible. Il commence en exécutant et finit en exécutant. Il débute en 1939 en fusillant des milliers de personnes. Et en 1975, il finit en fusillant. C'est terrible, près de 40 ans plus tard. Partout en Europe, ces condamnations à mort provoquent une réprobation unanime. Des manifestations antifranquistes ont lieu dans toutes les capitales. À Lisbonne, l'ambassade d'Espagne est incendiée. Même le Saint-Père, le pape Paul VI, appelle publiquement le très catholique Franco à la clémence. La position de l'Église a été l'un des plus grands chagrins de Franco à la fin de sa vie. Franco a commencé à être très nerveux et à mal dormir quand les appels du Vatican ont commencé. Le pape téléphonait au Pardo, disait qu'il était Paul VI et qu'il voulait parler à Franco. Et on lui répondait qu'il était occupé ou qu'il dormait. Jamais on ne lui a passé l'appel. 5 peines de mort pour des militants antifranquistes qu'il voulait exécuter au garrot, par étranglement, pour les humilier encore plus. Mais ça n'a pas été possible, ils ont dû être fusillés parce qu'il n'y avait pas assez de bourreaux pour les étrangler. Juan Tarda, militant de toujours de l'indépendance catalane, avait 22 ans à l'époque de l'agonie de Franco.
Le régime franquiste a alors organisé une grande manifestation pour rendre hommage au dictateur, qui, selon eux, avait été offensé par la communauté internationale. Au balcon, il y avait le dictateur, moribond. Cette manifestation du 1er octobre 1975, qui défie l'opinion mondiale, marque la dernière apparition publique du dernier dictateur d'Europe. Regardez Juan Carlos. Il a l'air tellement embarrassé d'être là. Oui, c'est vraiment le crépuscule du régime. Un mois après sa dernière apparition, 2 jours après son opération d'urgence de l'estomac, Franco quitte définitivement son palais du Pardo pour être transféré à l'hôpital de La Paz, à Madrid, où il est à nouveau opéré pendant plus de 4 heures. Mais le dictateur a la peau dure. C'était un vrai martien. Il avait 82 ans, un problème cardiovasculaire aigu, des hémorragies digestives, 3 opérations chirurgicales, un échec rénal, une thrombophlébite, une pneumonie bilatérale. Ce monsieur aurait dû mourir le jour même, mais il a tenu plus d'1 mois. Au 19e jour de l'agonie de Franco, commence une danse macabre autour du prestigieux patient. 37 litres de sang lui sont transfusés. Une quarantaine de médecins se relaient pour maintenir en vie le dictateur. Néphrologues, pneumologues, urologues et un cardiologue très particulier, le docteur Bordiú. Cristóbal Martínez Bordiú, chirurgien, marquis de Villaverde et surtout gendre de Franco, depuis qu'il a épousé sa fille Carmen en 1950. Un médecin pistonné. C'était un chirurgien médiocre qui s'est fait offrir un hôpital par Franco parce qu'il était son gendre. Et parce qu'il était l'ami de Christian Barnard, le pionnier de la transplantation cardiaque, il a tenté d'en être le pionnier en Espagne. Il a tué ses patients. Il n'était vraiment pas doué. À l'extérieur de l'hôpital La Paz, transformé en forteresse, les Espagnols n'ont droit qu'à des bulletins médicaux laconiques, mais de plus en plus inquiétants. En France, la presse raille cette agonie interminable. On a traité l'équipe médicale de tous les noms. On nous a traités de bouchers, d'être à la solde du régime. On a dit que Franco était déjà mort depuis des jours et qu'on gardait son corps dans la cave du Pardo, qu'on l'avait mis en hibernation et qu'on allait l'y laisser des années jusqu'à son rétablissement. Tout était absolument faux. S'il y a soupçon d'acharnement thérapeutique, c'est que certains ont beaucoup à perdre avec la mort du caudillo. Les vieux franquistes, comme le Premier ministre Arias, ou les 3 membres du Conseil de Régence, chargés d'organiser la succession. Rodríguez de Valcarcel, président du Parlement, pour la Phalange, le parti franquiste. Monseigneur Cantero Cuadrado, archevêque de Saragosse, pour l'Église. Et le lieutenant-général Salas Larrazabal, pour l'armée. 3 piliers du régime qui tentent de brider l'héritier désigné, le prince Juan Carlos, suspecté de sympathie pour la démocratie. Il y avait un groupe issu de l'extrême droite, soutenu par des généraux, qui voulait à tout prix empêcher Juan Carlos d'arriver au pouvoir. Contrairement à Franco, eux ne pensaient pas pouvoir le contrôler. Donc, ils faisaient tout pour maintenir Franco en vie. Proche de cette mouvance, le docteur Bordiú, marquis de Villaverde, orchestrerait la survie artificielle de son beau-père. La guerre de succession dégénère en conflit familial. Autour du dictateur plongé dans le coma, le ton monte entre Carmen et son docteur de mari.
La fille de Franco exige qu'on abrège le calvaire de son père. L'histoire retiendra ces derniers jours comme l'épilogue grotesque d'un dictateur. Parce que la fin de Franco, comme homme, a été grotesque. Grotesque jusqu'au bout. Dans la chambre d'hôpital, les fenêtres ont été obturées pour éviter les photos indiscrètes. Mais un paparazzi est dans la place. J'étais en train d'aspirer par la sonde nasale, et tout à coup, un flash. J'ai cru à un éclair, car il y avait de l'orage, mais je lève la tête, et je vois le docteur Bordiou en train de faire des photos. Je dis, chef, qu'est-ce que vous faites? Il me répond qu'il fait ça pour l'histoire, pour garder un témoignage de ce que nous faisons. Des images uniques des derniers jours de Franco qu'on a longtemps cru disparues. Un jour, je lui demande, chef, que sont devenues les photos du caudillo? C'était de la pellicule qu'il fallait développer. Et il me dit, elles se sont abîmées. Je dis, ah bon? Pas de chance. L'intrigant docteur Bordiou, marquis de Villaverde, a toujours nié être l'auteur de ces clichés qui seront vendus à prix d'or à la presse People. Quand ces photos sont publiées en 1984, l'Espagne n'est plus la même. Franco est mort et la dictature a fait place à la démocratie, au terme d'une transition à haut risque. Le 22 novembre 1975, au lendemain de la mort de Franco, Juan Carlos prête serment et devient roi d'Espagne. N'en déplaise aux dignitaires franquistes. Mais ce jeune roi de 36 ans, qui est toujours resté dans l'ombre du dictateur, demeure une énigme. Franco pense que Juan Carlos est un choix sûr. Avec la façon dont il est formé, le serment qu'il doit prêter et les institutions du franquisme, il sera coincé. Son seul job sera de faire marcher la dictature. De fait, Juan Carlos règne, mais Arias Navarro reste Premier ministre et la vieille garde franquiste tient toujours solidement les rênes. L'Espagne entre alors en ébullition. Grèves et manifestations se multiplient, malgré leur interdiction. La succession s'annonce périlleuse. Mon père et ma mère, quand Franco meurt, n'ont pratiquement connu que le franquisme. Pour eux, c'est la norme. Ce qui va se passer après, c'est de la pure incertitude. Personne ne sait rien. Il y a une vraie crainte de conflit. Juan Carlos cache son jeu. En secret, il a déjà pris contact avec les opposants politiques en exil. Les 6 premiers mois, Juan Carlos utilise sa position de successeur pour calmer les vieux franquistes. Pendant que dans la coulisse, ses conseillers préparent un autre futur. Le roi abat soudain son jeu en juillet 1976, en nommant Adolfo Suárez Premier ministre. Adolfo Suárez, 43 ans, est issu de la Phalange, le parti franquiste. Mais il est acquis au changement. Il agit très vite. Dès 1977, tous les partis politiques sont légalisés, dont le Parti communiste. Adolfo Suárez permet le retour d'exil du chef communiste Santiago Carrillo, le symbole de l'antifranquisme, et celui de Felipe González, le jeune chef du Parti socialiste, alors réfugié en France. Les acteurs de la transition démocratique sont en place. Elle va être exemplaire. Passer d'une dictature à une démocratie, sans révolution, sans coup d'État, sans guerre, il n'y a pas de précédent.
2 siècles de conflit entre ce que les poètes appellent les deux Espagnes sont résolus en quelques dizaines de jours, dans un pacte, que nous appelons le consensus. Compagnon de lutte et bras droit de Felipe González, Alfonso Guerra est l'un des artisans de cette transition pacifiée. On a réussi un accord qui a donné à l'Espagne ses meilleures années. La surprise totale est que ceux qui ont fait la transition sont un phalangiste, Adolfo Suárez. Ce type était un phalangiste. Et un communiste, Santiago Carrillo. Les deux venaient de partis sans tradition démocratique. C'est une surprise absolue. Le pacte de 1977 entre franquistes et antifranquistes aboutit à la mise en place d'une assemblée constituante et à une loi d'amnistie générale. Et le 6 décembre 1978, lors d'un vote historique, 88% des Espagnols plébiscitent la nouvelle constitution. L'Espagne devient une démocratie, mais au prix de 3 compromis. Le premier compromis, c'est de renoncer à la République en acceptant la monarchie parlementaire. Le communiste Carrillo aura du mal à jurer fidélité au roi, mais il le fera publiquement. Si nous n'étions pas sortis du débat entre république et franquisme pour le remplacer par le choix entre démocratie et dictature, on n'en aurait jamais fini avec la dictature. Le deuxième compromis, c'est la loi d'amnistie de 1977, qui blanchit des dizaines de milliers d'opposants politiques à Franco, mais empêche désormais de juger les fonctionnaires du régime. En même temps que les prisonniers politiques du franquisme, ils ont amnistié tout le franquisme. Il y a eu une énorme impunité. Il n'y a pas un seul franquiste auteur de massacres ou d'assassinats qui est payé pour ses crimes. À l'époque, nous avions 2 alternatives. Soit on faisait le procès politique du franquisme, et la démocratie aurait pris 25 ans de retard, soit on allait directement à la démocratie, et le procès du franquisme était retardé de 25 ans. C'est ce qui s'est passé. Le troisième compromis, c'est la question du régionalisme. Le Pays basque et la Catalogne obtiennent une large autonomie, mais elle est noyée par la création de 15 autres régions, dont certaines dites aussi historiques. Un réflexe centralisateur que n'aurait pas renié Franco. La transition a beaucoup de défauts, mais l'un des principaux est que les personnes qui l'ont dirigée sont les héritiers des gouvernements franquistes. C'est un fait. C'est la génération qui, théoriquement, aurait dû se censurer, s'amender, être jugée pour ses fautes, qui pilote la transition. Le 23 février 1981, la prise d'assaut brutale du Parlement par le lieutenant-colonel Terrero révèle soudain la fragilité de la jeune démocratie espagnole en réveillant le spectre des années noires. Le 23 février 1981, au moment du coup d'État dans le Parlement, personne ne sort dans la rue. Instantanément, tout le monde se souvient de la guerre. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. En intervenant aussitôt en direct à la télévision, Juan Carlos stoppe net ce baroud d'honneur de la vieille garde franquiste et sauve le processus démocratique. On gagne une chose importante parce que l'Espagne n'était pas monarchiste. Mais avec ce coup d'État, tout le monde devient Juan Carliste. L'élection de Felipe González, en novembre 1982, vient parachever la transition. Un socialiste antifranquiste devient Premier ministre. La page de la dictature semble définitivement tournée. L'Espagne peut faire la fête et oublier.
L'oubli est venu après, dans les années 80, quand beaucoup de gens, le pays presque tout entier a décidé que ce qu'ils voulaient, c'est « au diable le passé, au diable la guerre civile ». Nous voulons devenir des Européens et vivre comme les Européens. Nous voulons être prospères, nous voulons être modernes et même post-modernes. Au 35e jour de son agonie, dans la nuit du 20 novembre 1975, le dictateur rend son dernier souffle. Mais 43 ans après sa mort, l'Espagne n'en a pas tout à fait fini avec Franco. Españoles, Franco ha muerto. Quand Franco est mort, j'ai dit, certes, la dictature comme instrument va disparaître, mais avec l'empreinte qu'il a laissée pendant 40 ans sur la conscience des Espagnols, ça va durer encore 100 ans. « 43 ans après la mort du dictateur, l'Espagne commence tout juste à ouvrir les fosses communes où gisent quelques 150 000 morts républicains de la guerre civile. Un passé traumatique ressurgit. Les Espagnols sortent d'une longue amnésie. La génération qui a fait la guerre civile a vécu sous un état de terreur. Ils étaient silencieux, ils ne pouvaient pas parler. Et leurs enfants, la génération suivante, ont aussi grandi sous un état de terreur. Mais arrive la génération d'après, celle des petits-enfants à laquelle j'appartiens, qui commence à ouvrir les fosses. Les fosses communes sont ouvertes au XXIe siècle par les petits-enfants. Ils se rendent compte que c'est une injustice que leurs proches aient été jetés, comme on dit en Espagne, jetés comme des chiens. En 2007, le gouvernement socialiste fait voter la loi pour la mémoire historique, qui s'attaque aux traces encore visibles de la dictature. Des statues de Franco commencent à être déboulonnées de leur piédestal. Mais cette loi pour la mémoire réveille les divisions enfouies. Elle en fait trop pour les uns, trop peu pour les autres. Dans ce Parlement, où des lois démocratiques sont votées, il y a toujours des salles dédiées à des personnes qui sont non seulement des complices de la dictature, mais des exécuteurs. Personne n'imagine qu'à l'Assemblée nationale française, ou au Bundestag, il y ait une salle dédiée à Pétain ou à Goebbels. Aujourd'hui encore, subsistent partout en Espagne des rues au nom de dignitaires franquistes. La Fondation Franco s'oppose farouchement à ce qu'on les débaptise. La loi sur la mémoire historique est une loi très sectaire. On enlève le nom de la rue du général Franco et on le remplace par celui de Largo Caballero, qui se proclamait le Lénine espagnol. La réponse serait de laisser les noms, mais avec une explication. Ça réglerait la question. Rue du général Yagou, l'homme responsable du meurtre de 2000 personnes à Badajoz. Alors que les traces physiques de Franco s'estompent, les traces psychologiques et politiques sont plus tenaces. En octobre 2017, la proclamation de l'indépendance de la Catalogne, après un référendum considéré comme illégal par l'État espagnol, ravive les cicatrices du franquisme. Quand Franco meurt, il y a la transition vers la démocratie, où il y a d'autres priorités. Le désir d'autonomie est alors secondaire. Mais il demeure, et il n'a pas fallu longtemps pour que, sous la démocratie, il ressurgisse. Je me sens dans l'obligation de maintenir la continuité historique d'une institution injustement et illégalement suspendue. Je me sens l'obligation de défendre le droit de la Catalogne à l'autodétermination. Mise sous tutelle de la Catalogne, chefs indépendantistes en prison ou en exil, l'État espagnol répond par la rigueur de la loi
il est aussitôt accusé d'être franquiste. Il y a cette idée quasi religieuse de l'unité de l'Espagne, sur laquelle on ne peut faire ni politique ni débat. Cette idée qu'on doit sauver l'Espagne, c'est très franquiste. Cette culture autoritaire, centralisatrice, c'est comme un tabou. Si on n'est pas d'accord sur la Catalogne, on est fasciste. Dire que l'Espagne continue à être un État franquiste, c'est une offense. C'est une offense pour nous, qui avons lutté contre cet État franquiste. Bien sûr, on peut inventer que 50% des Espagnols sont franquistes. Mais où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Ils peuvent se présenter aux élections. Où sont-ils? C'est de la foutaise. Des franquistes, il y en a encore au moins une poignée. Ceux qui, à l'été 2018, manifestent contre la sortie du corps de Franco du mausolée de la vallée de Los Caídos, où il repose depuis sa mort. La sortie de Los Caídos des restes du dictateur est désormais programmée. L'Espagne va-t-elle enfin en finir avec Franco? Il faut en terminer avec cette situation insolite en Europe, où il y a un grand monument dédié à un dictateur. C'est une blessure que nous avons encore et qu'il faut surmonter. Nous parlons de 40 années d'ignominie. Faisons ça bien, pour une fois. De la façon la plus rapide et la plus efficace possible. Ça, on peut le faire.